traduction. OK? Voilà. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, le temps de lire le texte. On discutait, moi et Nadia, avant vos arrivées, que normalement, quand on parle sur la théorie des chocs conceptuels, les textes sont très denses. Il y a beaucoup de concepts. Et franchement, parfois, Gérard Vergniaud, il écrit des choses d'une façon, comment? C'est comme Piaget. Piaget, c'était la même chose. Il écrivait d'une façon très fermée et pour bien comprendre, on aurait besoin de discuter avec l'auteur. Donc, c'est pas, Nadia, je pense que c'est la même chose. Lorsqu'on a l'opportunité de poser des questions, de discuter, bah, Gérard Vergniaud, à un moment donné, il disait quelque chose. Il dit, mais pourquoi tu n'écris pas ça? Non, mais c'est à vous d'étudier, de lire le texte, de prendre des conclusions. Donc, je ne peux pas anticiper des choses, etc. Mais c'est quand même un lecteur très fermé. Donc, la proposition que je fais, je préparais une petite présentation. C'est juste pour toucher, pour discuter quelques concepts clés. Je vais essayer de donner quelques exemples aussi. Je vais vous envoyer la présentation juste après notre réunion, mais ce n'est pas quelque chose de très systématisé. C'est juste même pour parler sur concepts, schèmes, variantes opératoires, théorème en action et connaissance en action en général. Et puis après, on peut aller vers le texte et peut-être discuter quelque chose en particulier, quelques questions que vous avez envie de poser. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Ok. E, Gustavo, você falou que para falar ainda está meio complicado. Se você tiver questão, quiser colocar a questão em português, a gente faz aqui a tradução para todo mundo e se arranja, ok? Uhum. Beleza? Ou se quiser falar também em inglês, a gente faz uma reunião da ONU aqui. Tá? Se tiver alguém... representantes, né? Jean-Pierre, j'ai dit que, comme il a dit qu'il a encore un peu de difficulté de parler en français, s'il pose la question en portugais, on fait la traduction. Ou même s'il veut parler en anglais ou en chinois, peut-être on s'arrange de faire. Je crois que j'ai entendu le mot anglais. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je dis, jusqu'à la fin de ton mémoire, tu vas faire la défense de ton mémoire en portugais. Peut-être pas jusque-là. Alors, je veux partager alors mon écran. Non, c'est pas ça. Je vais partager mon écran. Tout le monde voit le... Je vais essayer de présenter. Voilà. C'est bon? Bon, on voit bien le logo Racine. Je suis très fier. C'est joli, hein? Super. Ouais, merci, Bravo. merci. C'est vraiment chouette. Voilà. Je mis aussi ici l'adresse du site qui rajoute tous les textes que Gérard Vergniaud a publiés, a écrits. Il y a quelques textes qui inédits aussi dans ce site. Bon, allons-y. Premièrement, je pense qu'une chose qu'il faut discuter, ça vaut la peine de discuter, c'est exactement l'idée des champs conceptuels. Pourquoi on doit, selon Gérard Vergniaud, parler des champs conceptuels en opposition à réaliser une étude isolée des concepts. Donc, je pense que c'est un point vraiment important de pouvoir discuter. Les concepts, selon Gérard Vergniaud, sont vraiment des entités, comment je peux dire, culturelles. Et ce sont des entités qui appartiennent à un domaine relationnel. Qu'est-ce que je veux dire? Si on essaie de penser à un concept isolé et de parler de sa définition, c'est vraiment impossible de parler de cette définition sans faire appel à d'autres concepts. Donc, la nature même des concepts est d'être quelque chose qui existe en relation avec les autres.
Donc, cette idée de réseau de concepts, cette idée d'un champ de concepts qui sont reliés les uns les autres, est quelque chose d'assez important pour la théorie des champs conceptuels. On ne peut pas parler d'un seul concept et encore plus que ça, il faut, pour parler de concepts, il faut toujours penser à des situations. Les situations qu'on peut comprendre plus ou moins comme des défis, des choses à faire, ont vraiment besoin de concepts pour pouvoir proposer des solutions à quelques défis, à une situation qu'on a devant nous. Donc, c'est pour ça que Gérard Vergnaud, il dit que le champ conceptuel est en même temps un ensemble de situations qui exigent une certaine quantité de concepts pour être traités, ou, c'est la même chose, un ensemble de concepts qui contribuent à la maîtrise de ces situations. Je pense qu'il y a une erreur dans le slide, un ensemble de concepts qui contribuent à la maîtrise de ces situations. Il y a une répétition, je viens de voir, je suis désolé. Bon, donc l'idée de penser à une situation seulement, une seule situation, elle n'est pas suffisante pour qu'on puisse développer un concept, ou le contraire, un concept est insuffisant pour proposer une solution, pour maîtriser une situation. On peut essayer de donner pas mal d'exemples dans toutes les situations possibles. Si on pense par exemple imaginons une situation où on doit comprendre l'influence d'un champ électrique ou d'un champ électrique, magnétique, n'importe quel, sur le mouvement de charge électrique. C'est une tâche, c'est une situation assez fréquente quand on travaille, par exemple, en physique de particules. Donc, on doit planifier quelle est l'intensité du champ magnétique, du champ électrique pour accélérer des particules et de faire des collisions de ces particules pour pouvoir savoir combien d'énergie sera dégagée et pour essayer d'investiguer la partie la plus interne de la matière. Vous voyez que si on essaie de maîtriser ces genres, ces groupes de situations, on doit utiliser pas mal de concepts, même le concept de champ, les concepts de force, accélération, trajectoire, charge électrique, rayon de trajectoire. Bon, il y a toute une série de connaissances qui vont ensemble et que je dois vraiment relier tout le concept d'une façon comment je peux dire, on doit relier les concepts d'une façon logique afin de proposer une solution à la tâche qui est exactement projeter un système qui me permet d'accélérer particules, de faire des collisions, de dégager énergie, d'analyser des énergies, etc. Donc, n'importe quelle est la situation, si on pense à une situation, on doit penser vraiment à plusieurs concepts qui travaillent ensemble. Ce n'est pas un ensemble seulement des concepts, c'est un ensemble de concepts qui sont reliés les uns les autres d'une façon logique. Et l'inverse, si on pense à un seul concept, le concept de force qu'on a évoqué maintenant, le concept de force, il doit être utilisé pas seulement dans cette situation d'un accélérateur de particules, mais aussi dans une analyse d'une situation, d'une voiture, la force pour faire voler un avion. Donc, la force est un concept qui n'est pas restreint à une seule situation. Le même concept, il peut être utilisé en plusieurs situations. Et à l'inverse, une situation, elle demande tout un ensemble de concepts reliés. Nadia, si tu veux faire des commentaires, tu veux m'aider de donner de plus des idées. Non, Ou mais même c'est si très tu n'es bien. pas d'accord, je pense que c'est important de faire un Oui, débat, non. etc.
Mais je bois tes Sois à paroles, l'aventure. Gabriel. C'est exactement, non? C'est cette notion qu'un Voilà. concept ne se développe pas dans une seule situation et qu'une situation ne peut pas être comprise par un seul concept. C'est dans cet aller-retour qui va cette perspective dont Gabriel parle, des situations et concepts. Et c'est ces champs conceptuels comme en étant exactement c'est plusieurs concepts et situations et des schèmes en étroite interconnexion, comme tu as bien dit là. Merci, Nadia, merci. Et bon, je pense que la première chose est posée comme ça. La deuxième, si on parle toujours des champs conceptuels, est important aussi qu'on sache c'est quoi un concept. Je pense que c'est un peu difficile même de dire quel est le concept de concept. C'est la dérivée seconde. OK. Bon, Gérard Vergniaud, il donne une notion assez localisée, assez contextualisée pour le concept. Et je pense que c'est un point fort de cette définition parce que le concept n'est pas seulement une définition orale, quelque chose qu'on peut écrire. Non, il dit, premièrement, parler d'un concept, c'est parler des situations où le concept est pertinent. S'il n'y a pas de situation, il n'y a pas de concept. Si nous n'avons pas de tâches, de défis, de problèmes à résoudre, on ne développe pas du tout de concept. Les concepts, ce sont des outils qu'on utilise pour faire face à une ou plusieurs situations. Donc, parler d'un concept est aussi parler dans quelle situation on peut utiliser ce concept. Donc, c'est rien, c'est une étroite liaison entre situation et concept. Le deuxième ensemble, le deuxième domaine qui fait partie d'un concept, ce sont les éléments plus généraux qui nous permettent d'évoquer, d'utiliser les concepts. Donc, ce sont des éléments de représentation de ces concepts. Parfois, on utilise langage parlé, langage naturel, langage verbal, les dessins, les schémas, le geste. Gérard Vergniaud a beaucoup travaillé quand il était jeune avec un mime. Il s'appelle Étienne Descroux. Et je pense que c'est à partir de cette expérience qu'il dit que la pensée est un geste. C'est très fort cette affirmation, mais normalement, ce qu'il dit, que quand on essaie de faire le geste, il n'est pas quelque chose de pur. Le geste, il transmet aussi des concepts. On a plusieurs types de gestes différents, mais il y a un développement culturel de ce geste, mais à partir du geste, on fait aussi appel à des concepts. Nadia, par exemple, elle a fait une recherche assez intéressante sur les formes de la Lune. Et à un moment donné, les gens qui ont fait des entretiens, ils ont utilisé beaucoup de gestes pour représenter les formes de la Lune, etc. C'est une recherche assez intéressante. Mais il y a aussi un composant qui est plus plastique, qui nous permet de faire une connexion beaucoup plus forte entre les concepts qui sont des entités culturelles et les individus. Et Gérard Vergniaud appelle cette catégorie des invariantes opératoires. Je vais parler plus tard, un petit peu plus tard, sur les invariantes opératoires, mais ce sont à partir de ces invariantes qu'on peut reconnaître le problème, les tâches, et on peut construire de règles d'action. On peut faire un test de jusqu'à quel point je dois répéter une certaine action. Donc, les invariantes opératoires jouent un rôle assez important dans la théorie. Je vais parler d'une façon plus attentive dans quelques slides. L'autre concept qui me semble assez important, qui appartient plutôt à une dimension subjective du sujet et pas de la culture au sens plus large, ce qu'on appelle schème. Schème, c'est une construction qui c'est pas une idée, disons, nouvelle, un concept qui a été créé par Gérard Vergniaud. Piaget utilisait déjà ce concept de schème
d'une façon un peu différente. Kant avait utilisé aussi une notion de schème, Révaud d'Allonde. Donc, il y a pas mal de psychologues et philosophes qui ont utilisé cette idée de schème. Mais une chose est importante de savoir quand on parle de schème, par une classe de situations semblables, on a quelque chose dans notre organisation cognitive qui organise l'action. Par une classe de situations déjà données, on a une façon, toute une série d'actions qu'on fait. Et cette organisation de l'action, de l'activité, c'est exactement ce qu'on appelle schème. Et le schème, il est composé de 4 domaines, si je peux parler comme ça. Mais on peut dire normalement que le schème se définit, comme j'écris, comme une structure de l'action, le squelette d'action qui met en relation des actions qui ont des propriétés communes. Et pour parler d'un schème, on parle de 4 grands domaines. Mais avant de parler de domaine, je vais donner un petit exemple du professeur Georges Tarcísio Falcão. Il a aussi travaillé avec Gérard Vergniaud dans sa thèse. Il a une connaissance extraordinaire de toute la théorie de champ conceptuel. Et à un moment donné, il fait une recherche sur os jangadeiros do Nordeste do Brasil. Je pense que c'est Pernambuco mesmo. Oui, c'est ça. Donc, pour celles qui ne sont pas habituées, il y a un type de bateau, un petit bateau, représenté comme ça, un bateau à voile, qu'on appelle jangada au Brésil. Et donc, les pêcheurs, ils doivent aller dans la mer pour pêcher. Et donc, ils doivent ajuster la voile en fonction de la direction et de l'intensité du vent pour arriver à un endroit de la mer spécifique pour pouvoir pêcher. Donc, vraiment, si on demande à ce public, ces sujets, d'expliquer exactement quelles sont les actions qu'ils font pour pouvoir réaliser certains types de déplacements sur la mer, bon, ils vont dire beaucoup de choses qui appartiennent, qui nous, en tant que physiciens, moi, en tant que physicien, je dirais c'est une composition de vecteurs force en fonction de la vitesse. Il utilise la deuxième loi de Newton parce qu'il connaît déjà la masse. Il sait, et la majorité de ces pêcheurs, ils ne savent même pas lire et écrire leur nom. Mais ils ont déjà une idée, ils organisent l'action, bien sûr, par l'expérience préalable, ils apprennent ça d'autres personnes, mais voilà, ils savent organiser, ils ont toute une série d'actions pour sentir la direction du vent, l'intensité du vent, où est-ce qu'ils doivent arriver, etc. Et à partir de cette problématique, de cette situation, l'action de pêcheur est organisée à partir de toute une série d'étapes qui permettent d'arriver, de faire un déplacement et pas d'autre. Donc, ils utilisent un schème qui a été développé par l'expérience. Et à partir, qu'est-ce qu'ils font vraiment? Premièrement, ils doivent savoir vraiment quels sont les buts. C'est quoi l'action finale? Quel sera le résultat de cette action? Ils doivent aussi organiser toute une série de règles d'action. Vas-y, Nadia, vas-y. C'est seulement parce que, comme on avait dit, hein, la pensée complexe de Gérard Vergniaud qui s'appuie exactement sur Piaget, sur Vygotsky, hein, donc c'est-à-dire et le schème vient de plusieurs auteurs. Je pense, Gabriel, qu'au niveau de la définition des schèmes, ce qu'il utilise, c'est plutôt, tu sais, c'est dans la diapositive précédente, il utilise plus qu'activité, il utilise la notion d'organisation invariante de la conduite. Oui. Et c'est parce que, et quand il dit, ce n'est pas la conduite qui est invariante, c'est l'organisation.
Et c'est vrai Oui. que pour les débutants, c'est chaque mot, hein, il y a, par exemple, l'action n'est pas l'activité et la conduite n'est Mhm. pas l'action. C'est seulement des petits, du Oups. point de vue linguistique, hein, Oui, c'est ça, c'est ça. Merci Nadia. Ici, il y a une chose assez importante, cette distinction entre l'organisation est une chose, l'action ou l'activité ou la conduite elle-même dépend des contraintes qui sont données par la situation. Un exemple assez intéressant, c'est quand on essaie de signer un document, on ne signe jamais de la même façon. Mais l'organisation pour signer est la même, n'importe quelle situation. Mais si on utilise un stylo, on utilise un crayon, si on utilise quelque chose de plus technologique pour faire la signature, on doit adapter le résultat à partir de quelles sont les interactions qu'on fait, l'organisation, les étapes qu'on suit pour signer un document, n'importe quelle est la situation, c'est une organisation invariante. C'est exactement ça. Et comme je disais ici, l'action, la conduite de pêcheurs, ils doivent identifier un but, pourquoi je dois faire cette action, quels sont les objectifs de cette action. Ils doivent aussi jongler avec pas mal de règles d'action. Si je pose la voile de telle façon avec le vent qui vient de telle direction, alors le bateau va se déplacer vers une direction. Et donc, c'est une organisation qui, à tout l'instant, au fur et à mesure que l'action avance, je dois faire aussi une évaluation. Est-ce que l'organisation, la position de la voile me permet d'attendre le lieu où je dois vraiment arriver? Donc, fait partie d'un schéma, l'identification des buts, les règles d'action et aussi les capacités de produire des inférences. Pour qu'on puisse organiser tout ça, il y a toute une série de connaissances qui sont mises en jeu, qui sont mises dans la situation. Et les connaissances qu'on utilise en action sont exactement les fameux invariantes opératoires. Voilà. Quand on parle des invariantes opératoires, on a deux types de catégories différentes. Javier nous parle de ça dans le texte. Pour qu'on puisse prendre des informations à partir de la situation, comme le pêcheur, pour qu'il puisse savoir le sens, la direction, l'intensité du vent et la position où ils doivent arriver. Bon, il y a toute une série de connaissances sur vitesse, accélération, force, trajectoire, la masse d'un objet. Donc, toute une série de connaissances qui sont importantes, qui sont pertinentes pour atteindre l'objectif, le but de cette action. Et normalement, quand on parle des concepts qui sont tenus comme pertinents dans l'action, le nom qu'on donne dans la théorie des champs conceptuels à ces concepts sont concepts en acte. Alors, c'est important de dire qu'un concept en acte, il n'est ni vrai ni faux. Un concept en acte, il a la catégorie d'être pertinent ou pas pertinent. Donc, par exemple, pour faire déplacer le bateau dans la mer, le concept de force est pertinent, mais le concept, par exemple, des champs électriques n'est pas pertinent. C'est juste pour montrer une chose absolument différente. Donc, si j'utilise, en essayant de dire d'un autre mot, si j'utilise le concept des champs électriques pour essayer de faire bouger mon bateau sur la mer, je ne veux pas réussir ce concept des champs électriques. Il n'aide pas à conduire une solution pour ce problème. À partir des concepts qui sont tenus comme pertinents, je peux construire des propositions qui sont propositions importantes, qui me permettent de proposer des solutions à ce genre de problème. Les propositions tenues comme vraies dans la situation, on appelle théorème en acte. Donc,
quand j'essaie de proposer une solution à une question, et si j'échoue complètement, si je rate la bonne résolution d'une situation, on a plusieurs des facteurs différents qui peuvent intervenir dans cette non-réussite. Par exemple, je peux choisir, je peux prendre comme pertinent un concept qui n'est pas vraiment pertinent pour cette situation. Donc, je vais rater la solution. Je n'arrive pas à la bonne solution. Mais même si je suis capable d'identifier deux concepts pertinents, je peux construire des propositions qui sont fausses dans les plans scientifiques. Ce sont des catégories d'erreurs absolument différentes et les deux peuvent conduire au même type d'erreur. Donc, quand on parle d'invariante opératoire, on parle exactement de ce couple concept et théorème en acte qui sont la partie conceptuelle, épistémique de schème. Ce sont les connaissances qui sont soit dans les schèmes, soit dans les concepts. Et c'est juste pour finir cette première participation. Ici, ce sont seulement des définitions. J'ai mis dans les slides, c'est juste pour montrer, mais j'ai déjà parlé. Ce que j'aimerais... Gabriel, oui, Nadia, vas-y. C'est seulement pour, parce que comme les jeunes sont débutants aussi, et parfois ce sont des questions que je me posais quand je suis arrivée, mais ils sont où les concepts? C'est-à-dire, on va inférer ces concepts et ces théorèmes en acte dans la conduite du sujet, parce qu'ils ne sont pas visibles. C'est quelque chose des processus des pensées, des processus de la conceptualisation. Parce que parfois, ça reste dans un niveau d'abstraction, et quand on est et comment on sait? C'est-à-dire, on va inférer, comme Gabriel, je pense que ça a été très, très clair ton exemple avec les Jean Gadeiros de Georges, là, donc donc, c'est nous, en tant que chercheurs, qu'on va inférer, parce que les personnes qui sont en train de faire, donc, que c'est un action, un acte, et ils ne vont pas savoir quels sont les concepts, ils sont en train de résoudre un problème. Donc, c'est seulement pour aller dans un sens de tirer vers le bas, tu vois, pour moi, c'était des questions que j'ai posées quand j'ai commencé à lire Gérard. Voilà. C'est une situation intéressante parce que finalement, quand on dit qu'on a identifié des invariantes opératoires dans une action, c'est avant tout une reconstruction que le chercheur fait de tout ce qu'il a pu observer. La façon dont la proposition d'une solution, la façon dont une personne parle sur l'action, sur la conduite, les gestes qui sont utilisés, il y a pas mal de ressources qu'on peut essayer de trouver, mais c'est avant tout une interprétation, une inférence, comme Nadia a bien dit. Et voilà, en essayant de rajouter tout ça dans une unité d'analyse, j'utilise toujours, j'essaie d'utiliser quand même, une unité qui rajoute dans un même système, ce que à gauche de la figure, un domaine qui est plutôt subjectif, qui appartient plutôt au sujet, et à droite, un domaine qui est plus culturel, qui appartient à l'ensemble des sujets. Donc, les concepts sont créés, sont développés, ils changent, ils sont opérationnels dans un système culturel où ce concept a du sens, où on peut poser des situations qui seront identifiées comme situations, comme tâches par le sujet. Les représentations sont, elles aussi, de représentations culturelles. Elles ont du sens dans un groupe, et peut-être, si on change les groupes culturels, on change aussi l'interprétation d'une certaine représentation, la façon dont on comprend une représentation ou l'autre. Donc, une représentation, elle ne va pas de soi s'il n'y a pas de situation, elle ne va pas de soi s'il n'y a pas un ensemble d'êtres humains qui peuvent interpréter cette représentation et faire la liaison entre la représentation et le concept. Si on parle, par exemple, de gestes,
il y a des gestes qui peuvent être quelque chose de très positif dans une culture. Le même geste peut être quelque chose de pas gentil dans l'autre. Donc, voilà le geste qui peuvent évoquer certains concepts ont des interprétations également dans la culture. Bon, ce domaine, bien sûr, quand on parle de concept, on parle d'un domaine culturel. Ce n'est pas un domaine à part de l'être humain. Les sujets, ce sont les sujets qui construisent la culture, qui peuvent modifier la culture. La culture existe parce qu'on a des êtres humains, bien sûr. Donc, je fais cette séparation, c'est plutôt par une question méthodologique. Mais bien sûr, quand on parle de culture, de domaine culturel, il appartient aux êtres humains. Mais il y a une partie qui elle est plutôt vers un domaine subjectif, qui sont exactement les schèmes qui ont été développés par une personne. Et les points, à mon avis, c'est une formulation que j'essaie exactement d'utiliser pour savoir si elle est vraiment quelque chose d'opérationnel. La porte d'entrée qui permet de faire cette liaison entre les deux domaines, ce sont exactement les invariantes opératoires. Parmi une grande quantité d'invariantes opératoires qui peuvent être mobilisées par le sujet, quand le schème d'un sujet fait une interaction avec une situation ou l'autre, c'est exactement à partir de ces invariantes opératoires qui sont mises à disposition par la culture et ceux qui sont construits par une personne qui permet au sujet d'identifier dans les situations quels sont les concepts tenus par pertinents et quelles sont les relations conceptuelles possibles. Donc, si les types de recherche, moi, que je fais, j'essaie de construire des situations qui, comme disait Gérard Vergniaud, qui provoquent les élèves, les sujets, pour qu'ils puissent proposer une solution à un problème qui n'est pas complètement connu par ce groupe d'apprenants. Et en analysant la conduite, on essaye de vérifier quels sont les concepts que ces groupes de personnes identifient comme quelque chose de pertinent, quelles sont les relations conceptuelles qui sont construites entre les concepts. Et donc, en analysant ces invariantes opératoires, on va d'un côté vers les situations, les représentations, c'est-à-dire les concepts qui sont utilisés dans ces champs, mais aussi en analysant les invariantes opératoires et l'évolution de ces invariantes pendant le cours de l'action elle-même, on est capable aussi d'identifier quelles sont les règles d'action, quelles sont les inférences, les buts qui ont été développés par le sujet. Donc, c'est une recherche, toutes les recherches que je fais jusqu'à aujourd'hui en utilisant la théorie des chocs conceptuels, j'essaie de faire ça, de penser en tant que chercheur d'une certaine quantité de situations, soit aux élèves, si je suis un enseignant, soit aux sujets de recherche, si j'ai la casquette de chercheur. Donc, les situations qui vraiment peuvent provoquer, qui peuvent mobiliser les sujets à dégager une quantité d'énergie pour proposer une solution. Et donc, à partir de cette analyse de l'évolution temporelle de la conduite, on essaye, et bien sûr, en faisant des interactions avec les sujets de la recherche, en posant des questions, en essayant pour savoir jusqu'à quel point la personne est sûre d'utiliser tel ou tel concept, telle ou telle relation. On essaye d'identifier quels sont les concepts, les théorèmes en acte, et d'une certaine façon reconstruire la façon dont il utilise le schème face à une ou plusieurs situations. Donc, c'est plus ou moins ça. J'ai mis dans les slides suivantes pas mal d'informations. Ce n'est pas le cas d'aller dans toutes les informations qui sont ici, mais j'ai mis aussi quelques exemples venus de la recherche. Si peut-être vous voulez, on peut revenir à ces exemples.
Mais j'ai essayé de faire une petite représentation. C'est très vite. Je vais arrêter la présentation pour qu'on puisse revenir. Et si à un moment donné, au début des études, je pense que Nadia a la même sensation. Quand j'ai commencé à étudier la théorie des champs conceptuels, à un moment donné, je dis, mon Dieu, je ne sais rien du tout. Ça ne fait pas du sens pour moi. Il y a pas mal de choses qui sont vraiment difficiles. Je ne sais pas. On a une certaine sensation comme ça. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi aussi, Nadia, mais on a une sensation comme ça. Je lis une chose, oui, j'ai compris, mais je ne l'ai pas compris. Exact. C'est plus ou moins quand on est dans un cours de physique quantique et le prof fait une définition, une déduction d'une formule, utilise des bras, des quêtes, etc. Tu dis, oui, j'ai compris, mais je n'ai pas compris. Donc, c'est... Oui, et on je est crois des... que ce groupe, Gabriel, les jeunes, donc ça peut être intéressant parce qu'on peut parler aussi des coulisses de notre propre conceptualisation de la théorie de Gérard Vergniaud. De temps en temps, je disais, mais Vergniaud, je ne comprends pas. Entre représentation et concept, quelle est la différence? Et donc on faisait un ping-pong, mais ce n'est pas parce que l'autre explique qu'on comprend, et même parce que le propre auteur de la théorie, il est en train de développer sa théorie, hein? Donc ce n'est pas un dogme, hein? C'est juste pour rencontrer une petite histoire à Paris 8. C'était moi, Gérard Vergniaud et Sandra Bruno, Université Cergy-Pontoise. Je fais une citation dans un article parce qu'à un moment donné, Gérard Vergniaud écrit que la seule fonction de concept en acte est de servir pour construire des théorèmes en acte. J'ai écrit ça, c'est une citation, et Sandra, elle a dit, mais Gabriel, tu penses vraiment que la seule fonction des concepts en acte est de construire des théorèmes en acte? Je dis, c'est pas moi qui dis ça, c'est Gérard. Elle a dit, mais Gérard, tu penses vraiment ça? Il a dit, non. Elle a dit, mais tu as écrit ça. Il a dit, j'ai un peu exagéré. Ça va. C'est exactement Gérard Vergniaud. C'est exactement Gérard Vergniaud. Donc, c'est juste pour dire qu'il y a un composant supplémentaire qui parfois, comme Nadia bien a dit, c'est une théorie qui est encore jeune, elle est encore en cours de développement. Par exemple, Gérard Vergniaud n'a pas thématisé les contextes. Nadia a fait ça dans une recherche assez intéressante parce qu'elle rajoute à tous les modèles de la théorie des champs conceptuels les composants de quels sont les contextes où l'action, la conduite sera faite. Et cela est vraiment très important. Gabriel, donc je ne veux pas couper la parole des jeunes, mais c'est parce qu'on rajoute aussi des choses, parce que parfois, au début, c'est difficile de poser des questions. Mais j'ai beaucoup aimé ton schéma. Tu sais que tu mets des schèmes, concepts, et les invariants opératoires au milieu, et la subjectivité et la culture. Et je trouve que ça, c'est exactement, et je me rappelle le premier séminaire quand vous n'étiez pas nés, hein, les jeunes, quand je suis arrivée à Paris. Et donc, c'était comme ça. Est-ce que la théorie des champs conceptuels peut rendre compte d'une recherche où la question culturelle est forte? Parce que ma thèse était chez des coupeurs de canne à sucre du nord-est du Brésil dans le domaine de la mesure. Et donc là, c'est seulement pour dire que alors je suis d'accord avec toi, même si Gérard dit qu'il n'a pas dit, des briques, tu vois. Et là, je pense que peut-être, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Gabriel, pour moi, la question des concepts en acte, il y a la question des connaissances opératoires. Et donc, qui est différente de la connaissance prédicative. Je ne sais pas si c'est dans le texte, il parle des connaissances. Oui, voilà. Oui. C'est-à-dire parce que de temps en temps, il y a, parfois je fais seulement de façon schématique, c'est plus complexe chez Gérard Vergniaud, c'est le savoir-faire et le savoir-dire. Parfois, en tant que prof, on sait dire, mais on ne sait pas faire. Et parfois, il y a des gens qui savent faire, mais ne savent pas dire comment ils font. Alors, donc, pour moi, et bon, le top de la conceptualisation, c'est quand on sait faire, parce qu'on peut rendre opératoire nos connaissances, mais qu'on sait faire aussi.
Parce qu'on Oui, on sait faire et on sait dire aussi comment on a fait. Ce qui comment est tu la as prise fait? de conscience, c'est difficile, hein. Oui, 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 oui. C'est vraiment difficile. On passe d'une situation, c'est un peu difficile même de dire qu'on ne sait pas et on ne sait pas qu'on ne sait pas. Exact. Et on progresse jusqu'au moment où on dit je sais et je sais pourquoi je sais. Quand on rend explicite, c'est exactement le passage entre les connaissances en acte, les concepts, les théorèmes en acte, qui se trompent vrai concept scientifique et théorème scientifique. C'est une marque importante de l'apprentissage. Euh, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser sur le texte ou sur la présentation, sur les solutions qu'on a fait. Je compte laisser la parole ouverte et si vous avez des questions, on va essayer de répondre. Si nous avons aussi les mêmes questions, on peut discuter ensemble. Vas-y, Jean-Pierre. Merci beaucoup pour ta présentation parce que ça permet vraiment de comprendre encore plus le texte qui est en effet très dense et encore plus que le Oui. premier, je trouve. C'est vraiment très, très compliqué à lire. Et une partie qui m'a posé beaucoup de problèmes, c'est quand il définit le concept en acte, il utilise le mot prédicat. Et de ma formation mathématique, j'ai complètement vrillé parce que je me mais non, un prédicat justement, de ce que je comprends, c'était plutôt un théorème en acte. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à il parle de prédicat, une entrée, 2 entrées, et cetera, et cetera. Et j'ai plus ou moins compris qu'il n'utilisait pas la définition mathématique de ce que c'est un prédicat, en parlant de prédicat. Mais du coup, je ne suis pas sûre d'avoir compris ce qu'il veut dire par prédicat. Parfait. Nadia, tu veux te lancer Alors, ou je complète? je peux faire un lien, hein, Jean-Pierre. Donc, tu me dis si je vais dans ton sens. C'est pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure, connaissance opératoire et connaissance prédicative. Alors, je Mmh. pense que tu donnes un exemple génial parce que ça, tu parles des prédicats et tu dis, dans mon domaine, si j'ai bien compris, c'est des mathématiques. Hein, Oui. dans le domaine, voilà, c'est les prédicats dans ces domaines-là. Et là, on voit bien que c'est un signifiant, parce que dans le schéma que Gabriel a montré, il y a ces représentants du concept, c'est ces signifiants, hein. Donc là, Mmh. c'est un signifiant verbal et qui peut avoir plusieurs sens. Mmh. Alors, donc pour moi, alors je te dis comment je comprends en opposition, hein, quand il parle de connaissances prédicatives, et tu complètes, Gabriel, hein. Donc, en faisant l'opposition à connaissance opératoire, donc c'est ce qui peut être dit. Hein, et donc, Mmh. à la connaissance opératoire, ce qui peut être fait. Alors, je ne sais pas faire du point de vue mathématique le rapport. Gabriel, peut-être, il peut être plus explicite vis-à-vis de ça. Les prédicats du point de vue Oui. mathématique, je ne sais pas si c'était dans ce sens-là que Vergniaud utilisait. Pour moi, il s'inspirait à ce moment-là plutôt dans une perspective de Vygotsky, hein, donc c'était que dans un champ mathématique précis. Je ne sais pas ce que tu penses, Oui. Gabriel. Oui, je suis d'accord, même si toute cette idée de pertinence et vérité, il a emprunté ces idées de Russell, le logique, qui a un composant fort mathématique là-dessus, mais il est plus, comment je peux dire, relaxé dans l'utilisation d'un Mmh. significat beaucoup plus mathématique. Je pense que c'est beaucoup plus sémiotique vers Sémiotique. ce que Nadia a dit. Et donc, on peut comprendre les prédicats presque comme on utilise en syntaxe, en analyse linguistique, de toute Ouais. une série de qualifiants, etc., qui permet de dire que finalement, si je prends un objet comme celui-ci, il y a toute une série de prédicats qui lui permettent de classer cet objet comme un compte de tasse et Mmh. pas de gourde, par exemple. Mmh. Donc, Ouais. je pense que c'est plutôt dans une classification générale de la personne en action qu'une définition beaucoup plus formelle de prédicat en mathématiques. Bien sûr, c'est le cas, voilà, c'est une grande difficulté
pas seulement de la théorie des champs conceptuels, mais toutes les théories d'apprentissage, de développement de connaissances, qui en empruntent quelques mots. Et les mots, ils ont des significations différentes. Et cela dépend du contexte, cela dépend de quelle est la situation. Mais je suis d'accord qu'il utilise beaucoup de psychologues de l'ancienne Union soviétique, Vygotsky par exemple, le principal, pour travailler sur qu'est-ce qu'elle est évoqué quand je suis devant un concept et qu'est-ce que permet d'identifier un objet comme un concept ou l'autre. C'est juste pour parler un petit peu, si vous me permettez, par exemple, en français, je pense que j'ai déjà donné cet exemple à toi, Jean-Pierre, mais en français, on utilise deux mots différents, piment et poivre. Et en portugais, on utilise pimenta, c'est la même chose. Le concept est le même. E on parle pimenta de cheiro, pimenta bolinha, pimenta rosa, pimenta dedo de moça. Mais le concept pimenta rajoute en français piment et poivre. Et c'est vraiment bizarre pour un francophone qu'on utilise le même mot, le même concept pour parler de choses qui pour les francophones sont différentes. Et pour nous, nous parlons portugais, c'est absolument bizarre et on a besoin d'utiliser deux concepts différents pour la même chose. Donc, on parle de prédicat exactement ça. Qu'est-ce que me permet, dans une culture, dans un contexte, d'identifier telle chose comme appartenant à un concept et d'autres choses. Et c'est vraiment arbitraire, finalement. Pourquoi je parle, par exemple, par exemple, quels sont les prédicats importants pour qu'on puisse classer un objet comme un chien? Avoir quatre pattes est importante. Mais les chats ont aussi quatre pattes, ils ne sont pas chiants. Les lions ont aussi quatre pattes, n'est pas chiant. Donc, tu vois qu'il y a une connaissance en action. Si on met plusieurs animaux devant toi, tu seras capable de dire, voilà, le 1, le 5, le 8 sont, les autres ne sont pas. On est capable. Mais il y a quelque chose qui ont fait cette classification en action et parfois, on n'est pas capable de mettre un mot. Ouais. Et c'est là qu'intervient l'idée de concept en acte. C'est là parce qu'il y a toute une série de prédicats, de qualifiants qui me permettent de classer. Et cette activité de faire une classification du monde est assez importante. Résoudre n'importe quelle situation. Moi, je vois. OK. Si je ne connais pas très bien le sujet de recherche de Gustavo, je lis, on discute maintenant, mais je pense que, par exemple, pour développer une stratégie d'évaluation dans un laboratoire, par exemple, on doit évaluer si les étudiants sont capables d'identifier le bon concept, le concept correct, à partir d'une quantité énorme de possibilités et aussi de parler, d'expliciter pourquoi ils ont choisi tel ou tel concept, telle ou telle expérience. C'est aussi une activité assez importante d'évaluation. Donc, c'est pour ça que Gérard Vergnaud parle dans le texte, il parle toujours, plusieurs textes, il parle de ça, cette différence, ce décalage entre la connaissance opératoire et la connaissance prédicative. Elles ne vont pas ensemble, à minima, elles ne vont pas ensemble tout le temps. C'est possible que, par exemple, moi, maintenant, quand j'essaie de mettre en mot une explication que je pense que j'ai déjà compris et j'essaie d'expliquer, je commence à faire plusieurs de relations et peut-être par la première fois. Et donc, on a quelque chose qui appartient au domaine de l'action. Je fais. On a quelque chose qui appartient au domaine de choses que je peux dire sur le concept. Les deux ne vont pas forcément ensemble. Aujourd'hui matin, je donnais un cours de didactique de la physique. Jean-Pierre était là et on avait discuté
le décalage entre la connaissance déclarative, quand on parle, par exemple, quel est le format de la Terre? Presque tout le monde dit la Terre est ronde, sauf os bolsonaristes, mais c'est une blague notamment brésilienne, parce que je dis que les gens qui supportent Bolsonaro, elles pensent que la Terre est plate, que les vaccins font mal à la santé, etc. Toute une série de bêtises. Mais presque tout le monde dit la Terre est ronde, voilà le centre, le poids est dirigé vers le centre de la Terre. Mais quand on demande, est-ce que tu peux te dessiner sur la Terre quand on construit un problème où il doit mettre en action cette connaissance, on voit bien qu'il y a une différence entre les choses que les personnes disent et les choses qu'elles sont capables de faire. Donc, ce décalage est assez important et mettre en évidence ces deux types différents de connaissances. Je pense c'est qui... j'ai oublié le nom, le psychologue piagétien de l'Université du Rio Grande do Sul, Fernando Becker. Fernando Becker, il a fait une recherche assez intéressante sur l'épistémologie de professeurs de mathématiques. Et l'une des étapes de cette recherche, c'est exactement ça. Il a demandé à un prof comment est-ce que tu enseignes tel concept. Ah, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Il a pris note. Puis après, il est allé en classe pour voir ce prof en donnant un cours de cette matière. Il a fait le contraste entre les choses que le prof dit qu'il fait et les choses qu'il fait vraiment à partir de la vidéo. Et la plupart des choses sont différentes. Ah, tu dis que tu commences en faisant ça. Où? Je crois, Gabriel, si je peux me permettre, tu vois, c'est pour prendre exactement l'exemple que quand tu dis, Gabriel, donc, je crois qu'on apprend. Et comme Piaget disait, hein, on découvre et on redécouvre le monde en fonction des nouveaux schèmes qu'on a. Et à partir du moment qu'on est en train, à partir de la question de Jean-Pi, donc tu nous poses une question, ça nous fait redécouvrir notre propre connaissance. Et ça revient, je crois, au début du texte que Gabriel nous a donné, c'est-à-dire, il demande qui s'adapte. Il se base sur Piaget, hein, c'est l'adaptation, c'est l'intelligence. Et donc, je crois qu'il dit, et pour voir hein, que quand on écrit parfois de temps en temps, il insistait tellement dans cette question que je schème une organisation invariante de la conduite, mais là, je vois. Donc, quand il dit qu'est-ce qu'on apprend, à quoi s'adapte-t-on et qui s'adapte? Et il répond. L'individu s'adapte à des situations. Par exemple, quand Gabriel, tu disais l'étude du collègue du Rio Grande do Sul, et quand on dit ce qu'on a fait et ce qu'on fait effectivement, c'est quand il parle, il n'a pas parlé dans ce texte, mais il a fait référence à cette notion dans le troisième exemple, je crois que c'était le réparateur des pompes. Qui était hospitalisé, que personne ne pouvait faire. Donc, il disait pourtant comment il faisait pour réparer des pompes et personne n'était capable de réparer des pompes parce que ce qu'il disait n'était pas la façon comme il faisait. Donc, c'est ce qu'il appelait des compétences critiques, que je crois qu'il n'apporte pas dans ce texte-là. Mais c'est quelqu'un qui a donc une compétence particulière qui a été développée dans une situation et qu'il est incapable de dire tout ce qu'il fait, parce que c'est tellement opératoire et de là découle quelque chose de méthodologique, si ça vous intéresse, que la clinique de l'activité a beaucoup travaillé, de Yves Clos et de toute la troupe du CNAM à Paris, donc qui est l'instruction au sosie, c'est-à-dire on vous demande, par exemple, je demande à Gabriel, comment tu as fait pour faire ton cours ce matin? Il va me dire, je dis, écoute, dis-moi comment tu fais parce que je veux arriver à l'université et je veux me faire passer comme ton sosie et je veux que personne ne soit au courant. Et effectivement, il va toujours oublier de dire quelque chose et la personne est incapable de faire comme, hein, parce que ce n'est pas par méchanceté, mais qu'il y a beaucoup de choses qui sont imbriquées dans l'action. Et donc, cette notion d'adaptation, d'intelligence, et là, j'ai vu, Gabriel, donc tout au début de son texte, donc on parlait d'activité et de conduite, mais il dit, la réponse peut tenir en formule en 2 points, l'individu s'adapte à des situations, c'est par une évolution de l'organisation de son activité qu'il
s'adapte. Et donc là, il revient à l'activité. Quand on sait qu'il fait une distinction aussi, voilà, que même le propre auteur fluctue, par exemple, par rapport au représentant langagier, hein, qui... Oui, oui. Je ne sais pas si j'étais claire par rapport à ça. Hein? Oui. Et ce livre où Piaget dit que la connaissance et l'adaptation, c'est biologie, connaissance, 1969, c'est un livre qu'il a fait un résumé de tout ce qu'il avait fait en amont. Et c'est vraiment dense, c'est vraiment intéressant ce livre de Piaget. Et je ne sais pas si tu es d'accord, mais j'ai beaucoup discuté avec mon directeur de thèse, bah, ça fait beaucoup de temps, quand Gérard Vergniaud dit que l'individu s'adapte à des situations, c'est vrai, bien sûr, mais je pense qu'il manque de dire que l'inverse est aussi valable. Les situations s'adaptent au sujet. C'est-à-dire que lorsque je m'adapte et je veux reconnaître d'autres possibilités d'action dans cette situation, parce qu'une situation, elle n'existe pas par soi-même. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Oui, c'est très important de savoir ça parce que nous, comme profs, on voit ça tout le temps. On planifie une chose, on planifie une activité didactique. Chaque étudiant va comprendre une chose différente. C'est pas parce qu'ils ne sont pas sérieux. Non, c'est parce qu'ils sont des êtres humains et c'est normal. On est dans une perspective interactionniste, oui, c'est-à-dire donc on transforme et on construit la situation qui interagit en transformant nos... Oui, je suis d'accord. Donc c'est exactement parce que quand je dis il y a une interaction schème-situation, comme Gérard Vergniaud dit, je suis bien sûr d'accord avec ça, mais si on dit la situation comme quelque chose qui est un peu blindé, qui est la même pour tout le monde, c'est faux. Il n'existe pas une situation, parce que sinon, ça risque d'aller vers un behaviorisme, un néo-behaviorisme, qui c'est exactement les choses que nous luttons contre. Tout à fait. Ouais. Donc, oui, les sujets s'adaptent aux situations et les situations s'adaptent aux sujets dans le sens où elles seront interprétées différemment. Oui, parce que les sujets transforment ces situations. Exactement, hein? Exactement. Et c'est important de... Bon, chez Gérard Vergniaud, ce n'est pas une critique, je ne dis pas qu'il pensait comme ça, mais il n'a pas écrit. Oui, il n'a pas ce n'est pas explicite, voilà. Oui, oui, oui. Ouais. Mais... Écoutez, mes collègues, il faut que je me sauve parce que j'essaie de grignoter de l'autre réunion. Alors, moi, je vous remercie beaucoup, Gabriel, donc, et les étudiants. Et donc, à une prochaine fois, avec beaucoup de plaisir. Voilà. On compte de réaliser une réunion à chaque fin de mois. Je vais envoyer une nouvelle demande de disponibilité et on va essayer de trouver un créneau qui s'adapte à tout le monde. Super. Okay. Merci, bonne continuation. Nadia, merci. Au revoir. C'est vraiment un plaisir d'avoir Nadia parmi nous parce qu'elle a une connaissance extraordinaire de la théorie, une expérience comme chercheuse en didactique de maths. Elle a une expérience assez remarquable. Bon, on continue pour les questions. Peut-être si vous avez besoin de poser, vas-y. Je ne sais pas, Jean-Pierre, si la question, si on a répondu, s'il y a quelque chose encore à discuter. Oui, non, alors, je ne vais pas dire que j'ai tout compris. Oui. Mais non, oui, mais c'est une chose que c'est vraiment important de dire. Et j'ai déjà connu pas mal de gens qui ont commencé à étudier la théorie du champ conceptuel, disent non, c'est très difficile, je laisse tomber. Non, je ne continue pas. À un moment donné, si on continue, bon, dans un premier temps, on commence, là, je ne suis pas sûr si j'ai compris, et les choses commencent de petit à petit de s'organiser. C'est exactement l'organisation d'un schéma tout nouveau, un domaine tout nouveau. Et donc, les choses vont, on va en organisant les choses. Le prochain texte, tu auras déjà une expérience préalable de ces deux, la discussion qu'on fait, et c'est comme ça qu'on avance.
de petits pas à chaque fois, mais c'est vraiment une théorie complexe. Elle n'a pas... C'est comme quand j'étais à Genève, j'ai discuté avec Jean-Jacques Ducré. Jean-Jacques Ducré, c'est la personne qui connaît tout ce que Piaget écrit. Tu parles, par exemple, il a parlé sur les schèmes, oui, dans le livre La naissance de l'intelligence, la première édition, 3e paragraphe, 2e ligne. Et quand je parlais, je commençais, il a dit, mais il y a combien de temps que tu fais vraiment des études sur Piaget? Je dis, ça fait 5 ans que j'étudie Piaget. Il a dit, oui, tu peux revenir d'ici 12 ans, quand tu as plus ou moins 17, 20 ans, tu vas commencer à comprendre. Donc, mais ce sont vraiment des théories qui sont complexes. Piaget, par exemple, il écrivait un livre et dans le prochain semestre, le semestre d'après, il donnait un cours sur le livre. Et donc, les gens qui ont suivi ce cours ont beaucoup plus de détails sur le protocole de recherche, les interprétations, les situations qu'il n'a pas écrites, mais qu'il rencontre, les histoires. C'était beaucoup plus facile de suivre le raisonnement de Piaget. Vous voyez? Et de même, c'est pour Vergniaud. C'est pour ça que la proposition que je vais faire de prochain texte, c'est un texte, je me permets, un texte que j'ai écrit, mais il a plus de données de recherche, données empiriques, pour essayer de matérialiser un petit peu en plus, même si Gérard Vergniaud essaie de donner des exemples, on va essayer de donner d'autres exemples pour rendre plus tangibles ces idées. Okay? Mais des questions supplémentaires? Que Dieu nous aide. Je n'ai pas compris, pardon, je suis désolé. Que Dieu nous aide. Oui, oui. Ça dépend de quelles sont les croyances, mais oui, c'est une bonne demande d'aide. Gustavo? Oui, vas-y, Jean-Pierre. Je ne sais pas si Gustavo ne veut Gustavo, pas prendre la parole. Tu veux... Oui, si tu veux. Então, é Gustavo? que eu tava pensando aqui, eu fiquei tentando. Je fais la traduction tout de suite. Ok, Jean-Pierre. Okay. Vas-y. Tava tentando articular com a teoria Torres, porque é muito parecido mesmo. Inclusive a Oui, reação das pessoas de pânico total. oui. De pensar é muito complicado. Mas tem uma coisa na teoria Torres que eu fiquei pensando que os autores que pesquisam a educação na teoria Torres falam que é muito parecido, que a competência é um efeito do que acontece em sala de aula e não uma qualidade intrínseca que às vezes a gente pensa, né? A competência, ela vai... E me parece que é muito parecido. E também tem a questão da performance e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, talvez no próximo texto vai aparecer mais isso, que é empírico, né? Mas de como essas situações de aprendizagem são construídas, pensando nos invariantes operatórios, todas essas questões informados por isso. Como é que a gente consegue construir essas situações de aprendizagem em que vai servir para a pessoa compreender os processos e tal, dentro da teoria dos campos conceituais. Je me permets juste de faire un petit résumé pour Jean-Pierre. Gustavo utilise aussi une théorie d'un Français qui s'appelle Latour, de Bruno Latour, un sociologue, il est plutôt sociologue de l'éducation, qui utilise un concept acteur-réseau. Et il y a une forte ressemblance avec toute cette discussion sur connaissances opératoires et connaissances plutôt opératoires de Gérard Vergniaud. Et il rigole aussi que ces genres de choc qu'on a quand on essaie de comprendre la théorie des chocs conceptuels est le même qu'on a quand on essaie de comprendre la théorie de Latour. Ce sont des théories. Ici, c'est juste une petite parenthèse. Les auteurs, les scientifiques, les chercheurs français, ils ont vraiment ce projet d'être vraiment fermé. Le plus fermé un auteur,
le plus réputé, de sérieux, de faire un bon travail, il y aura. Donc, c'est vraiment, ça appartient à un domaine, une façon de concevoir la connaissance, le développement, etc. Français, ils ont vraiment cette envie d'être fermés. Et c'est juste une autre chose, Vergniaud était critiqué dans l'académie pour que les autres pensaient que Vergniaud était un auteur très facile à lire. Il disait, tu dois écrire d'une façon plus difficile, tu ne peux pas exposer toutes les choses, tu donnes beaucoup d'exemples. C'est facile de comprendre tout ce que tu dis. Facile, je ne sais pas pour qui, mais voilà. Et donc, Gustavo, il pose la question de comment est-ce qu'on construit des situations où on peut mettre en évidence soit les invariantes opératoires ou des situations qui vraiment vont permettre d'évoquer l'un ou l'autre chaîne. Et voilà, cette question est très intéressante, Gustavo, parce que finalement, on a un intérêt d'utilisation de la théorie des champs conceptuels en tant que prof, en tant qu'enseignant, et on a vraiment envie de développer des situations pour mettre en échec des conceptions alternatives, etc., pour faire apprendre. Et en tant que chercheur, on a aussi l'intérêt de provoquer les sujets de la recherche pour qu'ils puissent parler sur les choses, mais nous n'avons pas vraiment d'intérêt d'apprentissage. Je ne sais pas si c'est très dur, mais le chercheur, il s'en fout si la personne a appris ou pas. Il veut savoir quels sont les modèles qui sont développés. Bien sûr, si tout le monde apprend, oui, tant mieux, mais ce n'est pas l'objectif de la recherche. La recherche, elle veut mettre en évidence soit de parcours personnels qui permet ou ne permet pas l'apprentissage ou de le développement, etc. Tandis que le prof, il s'intéresse davantage pour faire apprendre. Mais dans les deux cas, parce que, à minima, si on fait appel à tout ce que Gérard Vergniaud a écrit, l'idée de produire un conflit cognitif ou conflit socio-cognitif, c'est plutôt, je pense, le plus important de dire, c'est vraiment important. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, une situation, elle n'est pas une situation par soi-même. Elle doit être identifiée par le sujet comme quelque chose qui, ça vaut la peine d'utiliser mon énergie pour résoudre. Si c'est une situation qui, pour moi, c'est très, très intéressante, mais si le sujet, les élèves, par exemple, qui sont devant moi, s'ils disent « je m'en fous de cette situation, ce n'est pas un problème pour moi », donc elle n'est pas vraiment une situation pour les apprenants. Donc, il y a quelques caractéristiques qui sont importantes qu'on doit prendre en considération. La première, c'est quelque chose qui a un composant déjà connu du public. On ne peut pas présenter une chose qui est absolument nouvelle. Donc, c'est une chose qui, quelque part, a une certaine redondance au niveau des connaissances. C'est comme disait Piaget, on apprend à partir de tout ce qu'on sait déjà. Mais elle présente une nouveauté. Cette nouveauté peut être, par exemple, dans le labo, un résultat inattendu d'une expérience. Je suis dans un laboratoire, j'essaie de faire une expérience où les élèves sont conduits, sont amenés à faire une prévision et le résultat de l'expérience ne confirme pas du tout la prévision. C'est un moment où, comme disait Piaget, on a un déséquilibre cognitif. C'est une discussion, par exemple, sur des points de vue assez différents. Vous êtes pour ou contre telle situation, surtout quand on a des sujets qui touchent le développement durable, etc. On a plusieurs des points de vue différents qui coexistent en classe. Donc, ça peut être aussi une situation importante. Ça peut être aussi un défi. Finalement, je vous demande de construire une machine. Cette machine doit fonctionner de telle manière. Mais comment est-ce qu'on va faire ça? Non, c'est à vous d'essayer de construire
la procédure de construction de cette machine. Donc, c'est un problème qu'on pose, qu'on doit rajouter plusieurs des connaissances pour proposer une solution. Donc, tout ce qu'il y a en commun entre tout ça, c'est une situation dont la solution, elle n'est pas une solution déjà prête, une solution qui existe déjà. Par exemple, un problème, une voiture commence avec la vitesse de 80 km à l'heure, accélère. Ce n'est pas une situation. Ce n'est pas une situation au sens Piaget-Vergniaud, mais elle doit apporter un défi, une chose qui n'est pas connue. OK? Donc, c'est comme ça. Par exemple, je vais vous donner pour la semaine prochaine un exemple qui fait une recherche sur l'utilisation du... Bon, le nom scientifique est ébouliomètre de Franklin et le nom qu'on utilise en portugais est o tesômetro. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un objet en verre qu'on prend, le liquide monte, etc. Donc, l'explication du fonctionnement de cet appareil est vraiment une situation. Les élèves, ils ont essayé de produire des explications et finalement, ils n'ont pas réussi de donner l'explication scientifiquement correcte. Et quand ils sont devant un résultat qui n'est pas vraiment le résultat prévu, ils ont commencé à essayer de construire des hypothèses, etc. Donc, c'est dans ce sens qu'on parle de situation. C'est pas sûr. Você compreendeu, Gustavo, mais ou menos? Sim. Não, Ok. deu para compreender. Ok, parfait. Voilà. Jean-Pierre, vous allez dire quelque chose avant Gustavo? Vas-y. C'est une question. Je voulais aller regarder avant la réunion, mais j'ai pas eu le temps. Il évoque dans le texte, mais je ne sais plus exactement où, mais plutôt vers la fin de l'article, Mhm. les réseaux sémantiques. Et je ne sais absolument pas ce que c'est. Et je n'arrive pas à même imaginer ce que ça pourrait être. Je peux essayer de retrouver. Je ne trouve pas vraiment. C'est à la page 9. Oui, quand il parle sur c'est quoi une représentation, qu'il parle Ouais, de le plusieurs types troisième. différents, un flux de conscience. Il dit on peut rajouter que les réseaux sémantiques dont il a fait usage dans beaucoup de travaux de psychologie cognitive sont des candidats également à nourrir ce deuxième sens du terme représentation. Oui. Dans le Et troisième ce paragraphe. deuxième type il parle sur les catégories de pensée. Et imaginons par exemple, je vais essayer de donner un exemple concret. Aujourd'hui, on parle beaucoup, on a parlé la semaine passée dans les cours de didactique sur l'idée des profils conceptuels. C'est une formation d'un prof de l'Université de Minas Gerais, Eduardo Mortimer. Eu não consigo falar Eduardo Mortimer, eu falo Duzão. C'est un prof assez connu. Il était déjà prof visitant à l'Université de Lyon, à Leeds, York, etc. Et quand on parle, par exemple, l'exemple le plus commun qu'on donne quand on parle quand on parle, par exemple, de la notion de masse, c'est l'exemple le plus connu, ou quand on parle, pour parler de masse, vous êtes d'accord que le mot masse évoque plusieurs de significations différentes autour d'elle. Je peux parler masse, il y a quelqu'un qui peut comprendre le poids, il y a quelqu'un qui peut comprendre la quantité d'énergie, il y a quelqu'un qui peut comprendre la quantité d'énergie est égale à mc carré, il y a quelqu'un qui va dire c'est la quantité de matière, il y a quelqu'un, par exemple, Paloma, qui a une traduction plus chimiste, elle va dire non, c'est le nombre de protons, de neutrons, c'est la masse. Donc, il y a un réseau de significations autour d'un mot. C'est le réseau sémantique. Okay. Et cela nous fait, si une personne, cela, ce n'est pas pour tout le monde, mais pour le concept de masse, si une personne, elle a plusieurs expériences différentes autour du même mot,
elle sera devant un flux de conscience à la fois, c'est la première définition, mais elle va évoquer plusieurs catégories différentes de pensée. OK? C'est par exemple le mot qu'on utilise pour la manche d'une chemise et pour le fruit, mangue. Le mot portugais, c'est exactement le même, manga. Et quand je parle, j'ai une mangue, il y a des gens qui peuvent penser dans la fruit, il y a des gens qui vont penser à une partie de la chemise. Et pourquoi ça? Parce que ce sont deux significations autorisées par la langue portugaise. Mhm. OK? En français, par exemple, quand on parle coup, si je parle seulement le mot coup, ça vient. Qu'est-ce que tu penses quand je parle le mot coup? Plein de choses. Plein de choses. Peut être cette Du partie, coup, le peut prix. être du coup, le prix qui est écrit d'une façon différente. Coup, comme coup de donner Mhm. au même un coup de main. Est-ce que tu peux me donner un coup de main? C'est le même mot, le même son. On disait, c'est pas le même mot. Le même son qui est plusieurs de significations différentes. Alors, il y a un réseau sémantique autour de ce son. Mhm. Et en portugais, c'est un gros mot. Ok. Ça va, c'est beaucoup plus clair, merci. Oui, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on parle toujours coup. Et même nous qui sommes lusophones, quand on parle coup, on regarde l'un peu les autres, on commence à rire. Parce que c'est vraiment rigolo. OK? Donc, et il n'y a aucun sens rigolant pour le mot coup en français. Ouais. Tu vois? Donc, il y a toute une série un enchaînement de possibilités Mhm. de compréhension, soit autour d'un mot écrit, soit autour d'un son, soit autour d'un geste. Mhm. C'est étonnant pour moi, ici pour le Brésilien, c'est étonnant pour moi que quand je fais une chose comme ça, alors me regarde ici, si je fais un geste comme ça, il n'a pas la même signification en France ou en Belgique. Parce qu'on fait une chose comme ça au portugais, c'est pas gentil de faire ça. Ok. Ici, je peux faire parce que il y a vraiment cette signification. Je pense que Mhm. Jean-Pierre ne connaît pas. Et c'est pas gentil. Ne fais jamais ça si tu es Je au retiens. Brésil. Oui. Ok. OK? Donc, vous voyez, et donc, quand on parle sur la représentation, elle n'est pas seulement une représentation graphique, écrite, parlée, tout ça en même temps. Tout ça en même temps. Et la représentation, j'insiste, elle ne va pas de soi, elle n'est pas la même pour tout le monde, elle est construite et validée dans la culture et par la culture. C'est vraiment important de dire ça parce que de la même façon qu'une situation n'existe pas toute seule, on a besoin d'une personne ou d'un groupe de personnes pour reconnaître la situation comme quelque chose qui je peux faire face, je peux proposer une solution, je peux dégager d'énergie pour la résoudre. Les représentations, elles sont accordées dans un groupe, d'où vient l'importance de savoir quel est le contexte. Mhm. À quel groupe de la population je m'adresse. On a discuté pas mal de choses sur la représentation pour les aveugles, par exemple, qui ont des particularités pour la façon dont ils construisent une image mentale des objets du monde physique. C'est peut-être une façon différente que tous les voyants sont capables de faire. Donc, c'est vraiment une chose différente. Et donc, peut-être ce réseau sémantique pour un groupe différent, pour les indigènes qui n'ont jamais eu contact avec l'homme civilisé, pour un groupe qui n'a jamais pris contact avec des éléments de la nouvelle technologie,
ou qui refusent de faire ce genre de contact, surtout les plus âgés. Ils ont du mal à d'utiliser un portable, ils ne savent pas vraiment c'est quoi ces trucs. Donc, c'est vraiment, il y a des groupes qui, le même mot, la même représentation, évoquent des choses différentes. OK?